on vous dit merci d'être à notre compagnie et surtout de pouvoir ouvrir grandement les oreilles. Vous allez entendre une voix qui, bon, aujourd'hui maintenant, avec la manière de parler de Nassara, donc il y a des blagues quand il parle, quand tu arrives, tu dis, ah, je pensais que c'était, je vais faire un Nassara, ou je vais faire un Nassara. Bon, aujourd'hui, elle au moins, c'est un Nassara. Donc, ne soyez pas surpris du thème vocal, c'est Nassara vraiment. Ce n'est pas adaptable, comme on dit chez nous. C'est adaptable. Non, non, non. C'est Nassara vrai. Original, c'est original de Nassara. Elle s'appelle Dorothée. On dit Doro et puis elle a le T. Dorothée. Elle est sur Facebook, elle est sur Instagram, elle est sur TikTok, et il y a Tactique, elle est tout ça, tout là-dessus ensemble. Ce qui est bien chez elle, elle écrit. Quand elle écrit bien. Elle écrit tellement bien qu'on a pris ça, on voit ça à la télévision. Les gens sont contents. Quand elle regarde, on dit, ah, vraiment, l'affaire était bien. Maintenant, le méfaux là, c'est ma soeur, son papa aussi, c'était un dur. Ouais, le mec était un dur, comment on dit, les bolis, un dur. Oh, et comme c'était un joli garçon, bon, la maman aussi a vu ça, elle est tombée dessus, et puis le fruit est arrivé. Donc Dorothée, donc c'est Nassara. Elle écrit jusqu'à... Il y a tellement de romans qu'elle écrit, je ne sais pas par où commencer. Alors Dorothée, bonjour, bon, ça va? Ah bah oui, Randolph, je vais bien. Je ris avec ton introduction magnifique. Je t'en prie, ne dis rien à personne. Ah ben là, on est à la radio, tout le monde a entendu. Non, c'est dommage quand même. On aurait aimé garder ça pour nous. Mais ça, c'est entre nous. Voilà, ouais. Pourquoi, voilà. Alors, donc... Ah ben écoute, je vais très bien. Ouais. Je suis contente d'être à ton émission aujourd'hui et je salue tous tes auditeurs. Merci. La pause déjeuner. Ouais. Dorothée, ton histoire avec l'écriture, c'est une vieille histoire. Ah oui, ça tu l'as dit, c'est une vieille histoire qui date de 2007. J'ai commencé à écrire mon premier livre en 2007. Ça s'appelait 35 minutes de bonheur aux éditions Percé. C'est mon premier livre. Il faut laisser à faire des éditions qui a percé là. Quand ça n'a pas encore percé. Chez nous, ça n'a pas percé. Oui, pourtant. Voilà. Ça a percé depuis 2017. 2017, là, c'était ailleurs. Mais chez nous ici, c'est venu. Ouais. On a fait des broadcasts. Alors, tu me rappelles encore ton premier roman, c'était dit quoi encore là? 35 minutes. 35 minutes. De bonheur. De bonheur. Que du bonheur. Rien que du bonheur. 35 minutes. Ouais, seulement. C'est pas seulement, puisque c'est le temps de cuisson d'un plat de riz. Exactement. Le temps de cuisson d'un plat de riz. Si c'est riz gras, au Sumbala. Quoique, moi, je fais du riz à la maison, je le fais quoi 10 minutes. Ah ouais, 10 minutes, ça c'est bon. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas mis les ingrédients. Ouais, pas... vrai. Alors que si c'est riz au Sumbala, ouais. Avec Mouikolgo. Tu connais le Mouikolgo, non? Ouais. Avec les petits ingrédients qui sont là-dedans. Ouais, les condiments. Les tout condiments, ça. le temps que les condiments cuisent, c'est quoi, chou, tout ça là. Ouais. Ça fait 35 minutes. Ouais. Si on ajoute maintenant le coq là-dedans. Ah bah là, on en a pour 1 heure. Non, 35 minutes. Puisque 35 minutes, ouais. Oui, c'est tout ça, c'est 35 minutes. Donc là, on va parler de cuisine. Voilà. Non, on ne parle pas de cuisine, puisqu'on est dans les 35 minutes de bonheur là. Ouais. C'est là-dedans qu'on est. Oui. 35 minutes de bonheur, c'était quelque chose qui allait, c'est peut-être une histoire que tu aurais vécue, ou bien c'était juste faire de la fiction. Tu t'es jeté dans la fiction ou bien? Non, 35 minutes de bonheur, c'est mon premier livre en qualité de poétesse, parce que j'ai commencé à écrire avec la poésie. Et donc 35 minutes de bonheur, c'est un livre de poèmes. Et je me suis lancée avec la poésie. Je me suis rendu compte que j'avais... Tu t'es lancée à la poésie, il y avait une raison? Bah, la poésie, parce que c'est une amoureuse qui a envie de dire des vers pour les autres? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, j'avais fait des études littéraires. Et j'ai beaucoup étudié les poètes, tu vois, la littérature française, la grande littérature française. Et donc, en écoutant les grands poètes français, étudiant tout ça, j'ai adoré. Puis je me suis mis à la poésie. J'ai vu que j'avais des aptitudes là-dedans. J'ai commencé là-dedans. Et puis, au fil du temps, après, je me suis spécialisée dans d'autres formes d'écriture. Et puis, mais comme je le dis souvent, Randolph, il n'y a pas d'école pour écrire. Hein,
C'est dans les gènes, on va dire ça comme ça. Ah ouais, hein? Ouais, c'est dans les gènes. Je sais que dans les gènes, là aussi, il y en a dans les gènes pour lire. Et les autres, dans les gènes pour lire les autres. Voilà. Donc, c'était... C'est ça, Randolph. Donc, si j'ai bien voir, les poètes là ont peut-être quelque part été les premiers influenceurs. Comme aujourd'hui, on a tellement de modes d'influenceurs chez nous, les gens influencent sans influencer réellement, puisqu'ils nous amènent sur un terrain qui n'est plus nôtre. C'est ça, non? À force de nous influencer, on change de route. Oui, ben voilà, tout le côté des influenceurs, aujourd'hui, on est à la page, hein, on vit en 2022, il faut être à la page, on influence les gens, mais les grands penseurs, les grands philosophes aussi ont eu comme les grands peintres, hein, il y a eu des tendances, hein, voilà, et donc on suit le mouvement avec son siècle. Et les influenceurs d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moi je dis qu'ils influencent personne. Ou alors, dans le domaine de la mode, on peut influencer le mode vestimentaire, les grands créateurs de mode, hein, influence, oui, la musique influence, tout est influençable, on va dire ça comme ça, à celui à savoir si si on suit ou pas. Voilà, après on a son libre arbitre, hein, on n'est pas tous obligés de suivre comme des moutons. Tu vois ce que je veux dire, Randolph? Yaoto. Oui, Yaoto, on n'est pas... Yaoto. Mais si, on n'est pas obligé de suivre. Aujourd'hui, il faut s'habiller comme ci, il faut s'habiller comme ça. C'est pas tout le monde qui suit. Il faut avoir sa propre personnalité, je pense. Ouais. Même dans l'écriture. Dans l'écriture, il faut définir, il faut se définir. Est-ce que l'écriture n'est pas quelque part une manière de sortir un peu de cachet de soi? Je dirais que l'écriture, c'est une thérapie. Après, tu as l'écriture psychologique, par exemple, Nassara, on va parler, il faut te calmer. C'est quoi? Je vais vite. Tu sais, mon oncle... j'ai un métro à prendre, faut te calmer. un avion. Non, faut laisser ça. Mon oncle m'a dit ouais. que celui qui a la diarrhée, là, ouais. on lui dit pas, faut se dépêcher. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. On dirait que je prends le train. Celui qui a la diarrhée, on lui dit pas, faut te dépêcher. Voilà. Lui-même, il sait que s'il ne fait pas attention, donc il a intérêt à aller, mais avec la petite sueur qui perd là. C'est ça qui fait le charme de la chose. D'accord. Donc j'ai été trop vite, Randolph. Bon, alors d'accord. Où on en était là? On parlait des 35 minutes de bonheur. Est-ce que ce sont les poèmes des autres là qui t'ont influencé? Bon, est-ce que c'est pas l'amoureuse qui avait envie de sortir des choses et tout cela, qui s'est laissé guider par au fur et à mesure? Et puis moi maintenant revenir pour dire d'accord, écoute, Miss Mefo, elle a quelque chose à dire, elle veut marquer son empreinte, donc il faut que elle aille dans ses triples pour créer son propre chemin. Ouais. Et souvent, on dit que les écrivains, un écrivain, ça s'ouvre les veines. C'est tout à fait vrai. En 2007, quand j'ai écrit 35 minutes de bonheur, je me suis pas ouvert les veines, autrement je serais pas avec toi, heureusement. Mais si tu veux, j'étais dans des états d'âme, pas de mélancolie, parce qu'en fait, voilà, pour tout te dire, pour tout te dire, ça commence à venir. L'amoureuse qui Randolph veut connaître la vérité. Non, elle l'avait tellement idéalisé finalement que bon d'accord, elle commence à se mettre à l'écriture pour dire non, j'aurais aimé savoir que lui pourrait pu comprendre que si ça et ça. Donc dans la déclamation de ces petits vers qu'elle a sortis là, on se retrouve là-dedans. Ouais, parce qu'en fait, voilà, comme je l'ai dit l'autre fois à la télé, j'avais monté un restaurant. Et puis, à un moment donné, j'ai lâché mon resto pour ensuite partir en Afrique. Pour excès de gestion, hein? Ah non, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Parce que quand on gère trop, si ça gâte le coin. Ouais, absolument. Quand on gère trop, ça ferme le resto. Ouais. Et donc 4 ans après, j'ai géré mon resto et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour faire de la restauration. Mais tu es resté longtemps quand même en télé puisque tu as travaillé pour TF1 pendant longtemps. Ah ouais, 10 ans à TF1, ouais. Et puis si tu veux, le monde journalistique, la télé, tout ça, c'est familial parce que ma tante était une grande journaliste à TF1, ma mère a travaillé aussi à TF1, moi aussi, donc on connaît ce monde-là depuis longtemps. J'ai travaillé à TF1 en 1986, ouais. Ah ouais, tu étais trop jeune. Ah ouais. 86, c'était jeune, tu rentres là-dedans. C'était la découverte, quoi. Tu étais dans le monde, bon, d'accord. C'est vrai que de l'extérieur, puisque maman travaillait là-dedans, mais tu avais un regard extérieur. Ouais. Maintenant, un regard intérieur, il y a une différence. Ouais.
Sur le monde journalistique, tu veux dire? Sur le monde journalistique, ouais. Donc, tu sais, à TF1, j'ai connu quand même des grands journalistes. On travaillait peut-être pas dans le même bureau, mais à la télé, à TF1, on se croisait tous dans les couloirs. De la présentatrice météo jusqu'au journal de 20h, les présentateurs, on les rencontre tous dans le couloir. C'est une famille, la télé. C'est une famille, on se tutoie tous. Et donc moi j'ai fait 10 ans et puis ouais. Il y en avait un qui te plaisait bien parce que quand il venait que c'était raté, que les partout. T'étais là toi Randolph à ce moment-là? Est-ce que Randolph t'étais là à ce moment-là? Non, parce que je connais un petit peu le couloir des. Oui, je t'ai rencontré sur les plateaux à un moment donné. Ouais, je me souviens. Moi je me souviens, t'étais là déjà. Faut dire la vérité, Randolph. Non, il a travaillé à TF1. Non, c'est une blague. Il l'a caché dans son CV. C'est une blague. Donc oui, je me suis fait. Alors si tu veux, à un moment donné, et puis j'ai même rencontré, tiens, une anecdote, paix à son âme, Jean-Pierre Pernaut, qui faisait le 13h pendant au moins plus de 30 ans. Et il était dans toutes les familles françaises à chaque 13h. Oh, oui. Et donc moi je l'ai rencontré, sur les plateaux. Mais alors à un moment donné, c'est une petite anecdote que je vous dis comme ça. Qu'est-ce qu'il hurlait? Il n'était pas content parce que le prompteur, il y a un problème avec le prompteur. Ah là là, Jean-Pierre Pernaut était connu pour ses gueulantes. Et, très très bon journaliste, mais il avait l'air comme ça, mais ouh là là, fallait se tenir à carreau. Et à chaque fois qu'il passait dans les couloirs, tout le monde se planquait. Parce qu'on se disait, est-ce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui? Aujourd'hui, Pierlot, le plus souvent, il devait avoir une chemise particulière. Quand il la mettait, ça veut dire que ça allait nifler dans les couloirs, comme on dit. Ouais, alors nous, on était plus en train de tester son humeur, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse? C'est un nourrice qui est péril. Et... Ouais, je me rappelle de la gueulante de Jean-Pierre Pernaut. Le pauvre, bon, il est décédé, malheureusement. Voilà, mais les grands journalistes, être journaliste, c'est une belle profession. Mais comme je le dis souvent, Randolph, il y a professionnalisme et professionnalisme. Aujourd'hui, c'est les grands journalistes, on peut les compter sur les doigts. Enfin, c'est bon, voilà. Après, il y a l'école, on fait l'école de journalisme. Ça n'engage que toi. Ouais, voilà. Mais bon. Je n'ai pas dit ça, ça dépend d'elle, ça n'engage qu'elle. Venons sur ton livre là. Pardon, pour pas chercher pour le mot. Ouais. Alors, après les 35 minutes de bonheur, tu vas rester muette ou bien tu vas encore sortir quelque chose? Ben non, après je me suis lancée, mon deuxième, je crois que c'était Petit compte en l'air. Alors ça c'est une merveille, je l'ai écrit. Petit compte en l'air. Petit compte en l'air. Alors l'expression c'est petit quel compte en l'air. Ouais, justement, bonne question Randolph. Quand on dit en l'air, c'est une expression du temps de Molière. Dans les grandes pièces de théâtre de Molière, on disait pas les choses superflues qui n'ont pas de sens, farfelues. On disait en l'air. C'était, tu vois, dans le jargon. Avec le AI ou bien avec le ER? AI. Ah d'accord. Comme on air. On air. Comme là, quand on est à la parce que quand radio. on parle de l'air, on peut être dans la surface, mais quand on est dans l'intangible, bon d'accord, ok. C'est des petits contes, en fait. C'est un recueil de 17 contes que j'ai écrits en rime. Alors. Tu voulais faire du rap en son temps? Non. Tu as horreur du rap? Tiens, je me disais, le rap du temps de Molière, ça aurait été quelque chose. Ouais. Et pourtant, ça s'est pas trouvé, mais bon, ça s'est pas trouvé. Il y avait une autre forme de rap, c'était la poésie. Ouais. Du temps de Molière et tout ça. Et donc, ces petits contes en l'air, c'est une magnifique... je l'ai écrit en 2 ans, figure-toi, 2 ans d'écriture. Écrire à la façon Molière, c'est pas pour me gonfler les chevilles, mais je veux dire, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire en vers comme le faisait Molière. J'ai mis 2 ans à l'écrire et il est illustré. Ce que savent peut-être pas les gens, c'est que je suis aussi illustratrice de tous mes livres, toutes les couvertures, sauf Nassara, on en parlera après, où il a fallu avoir une vraie photo. Mais j'ai dessiné, illustré tous mes ouvrages, mes 10 ouvrages en fait. T'en as jusqu'à 10, mine de rien, c'est dit que t'es prolixe. T'en as tellement à dire que finalement, c'est pas sur quelle petite danse. Est-ce que ce sont des expériences que tu vis, ou bien ce sont des expériences que tu crées, ou bien ce sont des choses que tu essaies de faire de la comment dirait quelqu'un, tu es dans la prophétie? Non, je suis pas dans la... J'aurais aimé... L'autre fois, je me suis dit, tiens, est-ce que je serais pas médium? Ça n'a rien à voir, mais je me disais, tiens, j'ai peut-être des dons de médium. Alors, prophétie, tout ça, c'est lié. Non, j'écris pas...
En fait, nous les écrivains, on est comme je le dis souvent, on est des éponges. On est tout ce qui nous environne, tout ce qui est palpable, tous les ressentis. Les écrivains ont besoin après de mettre ça, de coucher ça sur le papier. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui est, tout ce qui me touche, tout ce qui va m'énerver, tout ce qui va me alerter, tout ce qui ça va me percuter, tout ce qui est injuste, parce que le Capricorne que je suis et l'injustice, on supporte pas. Tu vois, les Capricornes, ils ont horreur de l'injustice. Et tout ce qui est injustice... Et le fort du Capricorne, c'est partout, il passe, on le connaît. Ouais. Il y a des cornes, hein. Il y a des cornes, hein, comme les béliers et les taureaux. Hein. Oh oui, mais le Capricorne, lui, il est particulier. Ouais. Et donc, moi, au lieu de, si tu veux, d'utiliser les cornes, j'utilise ma plume. Et la plume, c'est une arme. Tu jettes tout ton ressenti là-dessus, quoi. Ouais. La plume, c'est mieux que le fusil. La plume, la liberté d'expression, il y a tout ça qu'il faut englober. Ça nous permet, c'est ce que disait... qui disait ça non, c'est plutôt Mandela qui parlait d'éducation est une arme la plus puissante au monde. Mais là, la plume aussi, parce que au lieu d'utiliser les armes ou de se mettre sur la figure, au lieu de sortir les épées, nous, on écrit. C'est une arme terrible, hein, la plume. Et puis, à partir du moment où on nous laisse la liberté d'expression. Oui, mais malheureusement, cette arme-là, elle a aussi son charme, puisque c'est comme la vérité qui rougit, mais qui ne casse pas les yeux. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des vérités. Les vérités à dire, il y a des vérités qu'on dit, puis il y a des vérités qu'on ne doit pas dire. Qu'on prend la peine d'avaler, quoi. Ouais. Je te parle de vérité avec un grand V. Et les petits, bon, d'accord, ça va. Voilà. Mais moi, je suis plus dans dans le grand V, ouais. À partir du moment où on n'est pas boycotté, parce qu'il y a des pays, comme tu le sais, où on n'a pas le droit à la liberté d'expression. Et donc, je suis contente qu'au Burkina Faso... Toutes les libertés sont bonnes. Ouais. Maintenant, c'est comment on les prend, quoi. Ouais. Ça, c'était mon grand-père qui me disait ceci. Ouais. Il dit, tu sais, mon petit, toutes les nouvelles sont bonnes. Maintenant, ça dépend de comment on prend. Il dit, comment ça? Il dit, je vais te prendre un exemple. Tu sais, le cadavre, pour lui, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il vous laisse tous ses problèmes. Ah oui. Maintenant, vous, c'est une mauvaise nouvelle, puisque vous voyez déjà maintenant les problèmes qu'il vous a laissés. Justement. D'abord, le premier problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'abord de lui? Il faut d'abord trouver un point pour aller le loger. On a tous ce même problème, Rodolphe, je te rassure. Voilà, le premier problème, c'est trouver où. Parce qu'on ne dit pas où on allait partir le jeter, on dit non, c'est sa dernière demeure. Non, c'est son logement, c'est son dernier logement. Donc, il faut trouver un coin pour aller le loger correctement. Maintenant, après avoir fini de le loger, on revient maintenant et puis on commence maintenant à savoir s'il devait à quelqu'un, ou bien s'il y avait quoi. Donc, tout ça là, ça gâche la nouvelle qu'on nous a apportée. Sinon, toutes les nouvelles sont bonnes. Moi, je pense. Après, on fait le tri. Après, on fait le tri. On trie. Comme les ordures, ordures dans le ménage. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Ah bah oui. S'il a des enfants, oui, d'accord. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? S'il a quoi et quoi, tout ça là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà quoi. Donc, au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, toutes les nouvelles sont bonnes. Ouais. Ça dépend de comment on les prend maintenant, quoi. Voilà. Quand c'est bien clarifié comme ça. Alors après, je crois bien que Nassara 1 va être peut-être l'avant-dernier de tes productions littéraires. Oui, absolument. Ouais, Nassara 1, tellement ça. Quand les gens parlent de Nassara là, je me suis posé la question de savoir, mais cette Dorothée là-haut, c'est parce que le nom Dorothée là ne lui plaît plus que. Qu'elle a changé le nom Nassara. J'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai pas pensé à ça. Tu sais, je vais te dire, Randolph, maintenant, on m'appelle plus. Ah oui, à force d'être médiatisé, on m'appelle plus Dorothée, on va m'appeler Nassara. Mais ça me plaît bien. Ah ouais. Et puis, comme je le dis souvent, les enfants, depuis 8 ans que je vis au Burkina Faso, qui m'appellent Nassara, du coup, j'ai zappé Dorothée. Et puis, voilà, ça me plaît, au contraire. Alors, ce qui est bien, Randolph, c'est qu'aujourd'hui, là, j'attends pas ma couronne, mais presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis la Nassara nationale, et ça me plaît. Et là, je me suis donné, tu sais, comme les... Fais attention à ce que tu dis, parce que il y a de fortes chances qu'en sortant d'ici, tu sors en face de pas mal de Nassara, comme les nièces. Non, c'est pas ça. Les nièces de Salif Keita, par exemple, les albinos, les rouquines et tout cela, oui, tu vois, non? Oui, elles sont les Nassara déjà aussi avant toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je plaisante, Rodolphe. Toi-même, c'est fou juste. Alors, Nassara 1, Nassara 1 va être l'histoire que tu vas te mettre à déverser. Et là, tu vas entrer dans ton moi.
Ouais, c'est autobiographique. C'est la série Nassara, donc il y a eu le 1. Mais c'est d'abord 1, parce que c'est quand tu écris le 1, c'est comme si tu avais un coup d'inachevé, il fallait écrire le 2. Et quand tu écris le 2, c'est comme encore, il y a des aspects, donc tu te dis non, mais là, il y a des choses qui va par rapport à ça. Si. Donc, on doit avoir un 3. Oui. Si on va au 3, on risque d'arriver au 4. Des 4, on ne pas s'arrêter de compter. Mais venons d'abord au premier, le 1. Ça t'a pris combien de temps pour réunir d'abord les idées? Alors, pour réunir les idées, écoute, j'ai eu un déclic. C'est même pas réunir les idées. C'est le jour où, à un moment donné, à force que les enfants m'appellent Nassara, j'ai dit, mais ça y est, je le tiens. Je le tiens, mon 11e livre. Le titre du livre. Alors, Nassara, quand l'aventure tourne au cauchemar, aux éditions Edilivre. Edilivre, c'est une maison d'édition parisienne, vraiment qui fait du bon travail. Et donc, je me suis dit, mais par rapport à ce que j'ai vécu de 2014 à 2018, parce que mon aventure, mes aventures, on va dire. Hein, mais c'est une aventure. C'est une aventure. Oui, mais seulement. C'est comme tout à l'heure, je disais que les nouvelles, là, ça dépend comment on les prend. Oui, voilà. Voilà. C'est bien pensé, Randolph. Oui, donc, quelque part, c'est 2014 à 2018. 18, ça fait 4 ans. 4 ans de... 4 merveilleuses années. Oui. Mais quand on prend la peine de fouiller parmi les années, et il y a des choses qu'on reçoit, il y a des choses, tout n'a pas été rien que cauchemar. Non. Et tu fais bien de le dire. Absolument, parce que c'est ce que j'essaie de rattraper en disant il n'y a pas eu que des mauvais moments. Et c'est ce que tu disais, ça rappelle aux nouvelles. Sur lesquelles, les bonnes ou les mauvaises, sur lesquelles on doit tirer profit et que dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc, quelque part, ce sont des bonnes nouvelles. On apprend quelque chose. Oui, absolument. On m'a dit qu'on apprend beaucoup plus dans la douleur. Oui, c'est tout à fait vrai, Randolph. Et c'est une grande écrivaine aussi qui disait, c'est dans les épreuves qu'on trouve son bonheur. Et qu'on grandit. Oui, et qu'on grandit. Parce que si on devait vivre que des choses magnifiques, on n'apprendrait rien, tout serait parfait. Et grâce aux épreuves, c'est Dieu qui nous amène là-dedans. C'est pour faire comprendre, c'est ce que je dis souvent, dans le négatif, il y a du positif. Même si on arrive à des difficultés terribles, on trouve toujours là-dedans quelque chose qui fait qu'on... Parce que comme disait Mandela, quand on tombe, on se relève. Toujours. Toujours. Maintenant, celui qui n'arrive pas à se relever, c'est lui qui prend la peine de savoir que bon, les choses vont avancer. Et puis lui, il va se rappeler que ça a avancé. Ça reste. Il vient trouver que le quartier où il dormait là. Je vais te conter une histoire. Voici quelqu'un qui allait à la chasse. Sous la pluie, tu sais que le plus souvent quand il pleut, on cherche toujours une couverture. Voilà, donc il a pensé à une bonne couverture. Comme une douée Madjanja. Tu connais ce que c'est les douées Madjanja? Yaoto. Donc, il habitait au non-loti. Et il vient avec sa couverture. Il passe dans le carré une fois, 2 fois, 3 fois. C'est trouvé que sa casemate était sur le nid de l'eau. Donc, l'eau a rasé la maison. Il faut pas rigoler quand même. Ah bah si, je suis obligée parce que je me demande la suite de ça. Voilà. On s'attend à tout avec toi, Rodolphe. Il fait des allers-retours, il ne voit pas la maison, mais pourtant, c'était ici. Et le colis est avec lui et il pleut des gouttes. Il fait maintenant nettoyer la pluie là. Il est obligé de faire demi-tour, aller remettre le colis où il a pris. Il peut venir maintenant penser à comment pouvoir remettre une maison en place le lendemain. C'est comique. Très comique. Mais c'est malheureux. C'est un sujet de film, ça, comique, forcé. Oui. Je vois bien, tu sais qui jouerait ça, je vois bien le comédien ivoirien qui est très drôle, là, qui jouerait très bien ça. Comment il s'appelle, le comédien ivoirien très, très drôle Michel Gourou. Gourou qui joue ça, qui cherche sa maison, il n'y a plus de maison avec la pluie. Ça, puis, très drôle. Avec un colis derrière, quand même, qui a une dotation de la nature, quand même. La nature était généreuse puisqu'elle a les atouts. Ouais. Donc, alors Oui, donc c'est ça, Nassara 1. Il y a des bonnes choses. 2014, 2018, et 4 ans. Ouais. On va commencer à coucher les belles choses d'abord. Dans les belles choses, c'est comme si on était en face à un mirage.
C'est-à-dire que le mirage... On va commencer oui, à à un le moment percevoir. donné, je me suis posé la question, est-ce que j'hallucine pas même de ce que je vis? Ouais. Si tu parles de mirage, on pourrait dire, ouais, est-ce que On j'ai commence pas à le vu... percevoir dès la 3e et puis on rentre dans la 4e année. Ouais. Ah oui, c'est un peu ça. Ah oui, c'est ça. Ah bah tu vois, je viens de découvrir quelque chose avec toi aujourd'hui. C'est que au moment où j'ai vécu ça en 2014, c'était c'était au moment de l'insurrection au Burkina Faso. Ouais. Et je me suis dit, bon, je suis dans une tempête, une bourrasque d'événements, une image rocambolesque. Même moi, il a fallu que j'en prenne conscience bien après. De 2014 à 2018, c'est peut-être en 2016 que là, j'ai réalisé que j'étais dans un truc qui est bizarre. Donc là, j'ai pris conscience et puis je me suis dit, mais comment ça se fait que tous ces événements malencontreux, ça s'arrête plus comme les tornades. Quand tu es pris dans une tornade, la tornade peut te balancer à 100 km plus loin sans que tu comprennes ce qui t'arrive. Que tu nages, tu renages et tout ça, là, quoi, oui. Et les ping-pong, quoi. Voilà. Donc, tu penses bien que de 2014 à 2018, c'était dans le contexte de l'insurrection au Burkina Faso. J'étais avec vous, 1 million de Burkinabés dans les rues, c'était quelque chose. Et cet événement-là, dans ce contexte-là, on va dire c'est le paysage, j'ai commencé à vivre une mésaventure suite, comme je le raconte souvent pour Nassara, suite à une mauvaise rencontre qui s'avère aujourd'hui une belle rencontre, puisqu'aujourd'hui j'ai trouvé mon Graal grâce à ce monsieur. Ah ouais, Randolph. Ça commence comme ça. Ah ouais. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui essaye de me charmer. C'était l'époque des réseaux sociaux, dans les années 2000. Avec la marge des grands V qu'on appelait les El Brotata. El Brotanita. Et moi, je dis, cette séduction, c'était une séduction diabolique. Subtil, jusqu'à mener la proie. Voilà. On jette la paille et puis on attend, quoi. Donc, il y a des petits malins. Il faut bien attendre parce qu'il faut bien lancer l'hameçon. L'hameçon. Ouais, pour attirer le poisson. Avec beaucoup de viande dessus, ajouter les viandes. Voilà. Donc, lui, il a lancé sa mie de pain. Et puis moi, le poisson, j'ai attrapé la mie de pain. Super. Et puis, c'était l'époque des réseaux sociaux, l'effervescence des réseaux sociaux. Ouais. La Dorothée, elle tombe dessus. Dans le centre de la France, elle tombe sur les réseaux sociaux. Elle se dit, waouh, les Facebook et compagnie, c'est génial. On peut faire des profils et tout, c'est super. Wow. Donc, je commence à faire mon profil. Ce monsieur burkinabé tombe sur moi, qui est un homme de... Enfin, qui se dit homme de culture, et moi je rattrape à chaque fois, un homme de culture ne fait pas de faute d'orthographe, donc il se dit homme de culture. Ça peut arriver quand même, en fait, homme de culture, mais il y en a qui sont hommes de culture, qui n'ont pas, ne serait-ce qu'ils n'ont pas plané à l'école. Est-ce que les journalistes ils font des fautes d'orthographe? Ça arrive quand même. Arrive. On appelle ça les coquilles. Les coquilles, exactement, tu as le bon terme. Les coquilles, c'est un terme littéraire. Oui. C'est des coquilles. Quand on passe dans les, comment on appelle ça, les comités de lecture, on parle de coquilles. Oui. Tout à fait. On ne dit pas que c'est une faute, mais on appelle ça une coquille. C'est joli. Hein? La personne est censée savoir, mais dans la dynamique de l'écriture, pour poser la coquille, ça va, c'est tolérable. C'est tolérable, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ça arrive. Donc, même à l'antenne, dans le rendu aussi, la coquille peut glisser, quoi. Le monsieur qui faisait malgré tout des coquilles, il avait vraiment un centre culturel ici à Ouaga. Donc alors il me dit, écoutez, super, en tant qu'écrivaine et tout ça. Donc il me fait tout un blabla et tout ça. C'était plus un jeu de séduction qu'autre chose. Mes livres, il les a jamais lus. Voilà, c'était pour attraper le poisson. C'était mignon ça. Voilà. Donc alors la Dorothée se dit, tiens, super, un homme de culture qui a un centre culturel au Burkina Faso, moi qui avais fait le Nigeria. Tiens, je vais y aller aussi, ramener plein de livres pour les enfants au Burkina. Ce que j'avais fait à Lagos en 2012. Donc j'arrive, alors là, c'est là qu'il va y avoir, après je te parlerai, en 2023, il va y avoir une adaptation cinématographique, j'en dis pas plus. Et donc j'arrive à Ouaga. On va glisser là-dessus, parce que Nassara 1 va avoir par la suite beaucoup de belles choses où on va se mettre face à une technique d'écriture. Mais quand on prend Nassara 1 déjà, c'est carrément un scénario un scénario cinématographique. Oui, Randolph, c'est en allant rencontrer monsieur Caboret de l'école de cinéma Isis, m'a fait réaliser l'autre fois, que je salue d'ailleurs, m'a fait réaliser l'autre fois que les Nassara 1 et 2, c'est déjà des scénarios. Et puis c'est ma petite maman en France qui me dit, mais tes scénarios, ils sont déjà écrits puisque tu
tu as déjà mis tous les personnages, qui dit quoi, qui dit quoi, tu as déjà tout écrit. Ça Les veut dire, dialogues sont bien Randolph, peaufinés déjà. oui, ça veut dire, Randolph, que quelque part, sans m'en rendre compte, ben, comme le faisait Molière avec ses personnages, parce que moi j'ai été à cette école-là, l'école d'apprendre les pièces de théâtre de Molière, j'adorais ça. Eh ben j'ai fait des petites. Nassara, c'est déjà des petites pièces de théâtre, puisque déjà il y a tous mes personnages et il y a déjà leur dialogue, ce qu'ils doivent dire dans les scénarios. Alors je me suis dit, bah écoute, super, ça veut dire que déjà j'ai écrit ces scénarios, donc c'est bon pour un film. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, on peut se créer une scénographie par la suite si on va aller au théâtre. Oui. Et puis, bon, on veut créer maintenant. On peut créer même les pièces de théâtre. Même les pièces de théâtre. On peut Oui. faire les scénographies là-dessus. Je fais appel à ceux qui sont dans le théâtre. Voilà. Et quand on sort de là pour arriver au cinéma tout de suite, on a déjà ce qu'on appelle la déco. La déco est déjà là. On peut rater en déco naturelle ou bien en déco déjà préconçue et tout. Il y a plein Absolument, de choses. Randolph. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, quelque part, c'est du 2 en 1, du 3 en 1, c'est déjà tout fait. Et si tu veux, c'est sans prétention que je te le dis, Randolph, c'est que quelque part, je suis une multidisciplinaire. Ça veut dire, c'est sans prétention que je le dis, hein, mais tout simplement pour te dire, Randolph, qu'à partir du moment où une écrivaine, elle est capable de concevoir son livre, d'en faire la couverture, parce qu'il faut savoir que depuis mes 10 livres, le 11e avec Nassara 2, je ne peux pas. Je suis dans ma catégorie. Après, chaque écrivain a sa forme d'écriture, etc., son style et tout. Mais moi, voilà comment je fonctionne. Je vais donner un petit secret. Moi, personnellement, je ne peux pas écrire une histoire si je ne la vois pas déjà. C'est comme dans un film. C'est-à-dire que si je ne vois pas mon visuel. Tu vois, par exemple, pour Nassara 1 et 2, je me suis dit, c'est comme ça que je travaille. Je prends mon ordinateur et je fais déjà comme un disque, un CD où il y a une pochette. Je fais tout sur mon ordinateur, c'est-à-dire je sais ce que je vais écrire, j'ai ma thématique, mais je fais déjà mon visuel comme si j'étais une chanteuse et que je fais ma pochette. À partir du moment où j'ai mon visuel, je travaille comme ça depuis plus de 10 ans, 15 ans même plus. Eh ben, dès que j'ai mon visuel, c'est comme si je voyais déjà au cinéma l'affiche, tout ça. Eh ben là, après, je peux écrire. Si j'ai pas mon visuel, ça vient pas comme ça. Ça, c'est spécifique à Dorothée Méfaux, quoi. C'est un petit secret que je suis en train de dire. Que même mes éditeurs, ils connaissent pas comment je fonctionne. Je l'ai dit comme ça à ton émission, c'est un scoop. Mais oui, c'est à partir du moment où je vois que là, tu as tout qui vient. C'est-à-dire que c'est déjà, ça vit déjà. À partir du moment où je l'ai devant moi, si tu veux, par ça exemple, vit, c'est déjà là. Déjà la pochette ou bien carrément la couverture de ton livre est pour toi, si tu veux, c'est qui va décliner un petit peu le reste de la chose, quoi. Oui, parce qu'à partir du moment où tu as un visuel, c'est que la chose existe déjà. Je la fais exister avant même qu'elle n'existe, sur 350 pages ou 300 pages. Et dès que j'ai mon visuel, ben ça y est, c'est bon. Il existe pour moi déjà, tu vois. Est-ce que déjà pouvoir piloter, rentrer entre les virgules de ton livre, là, de tes différentes parutions, et s'il y a une technique particulière ou bien, et tu te mets face à schématiser ou bien à faire un squelette de tout cela pour dire, bon d'accord, à tel endroit, il y a telle histoire qui pourrait rentrer ici, ou bien tu écris d'abord des histoires et puis tu fais un assemblage complet. C'est une bonne question que souvent, c'est une question très intelligente qu'il faut absolument poser aux écrivains avant de leur demander ce qu'ils aiment à manger, les écrivains, tu vois ce que je veux dire. Et les journalistes ils vont te poser des questions basiques, bateau, voilà. Un écrivain, c'est une question importante que tu dis, c'est-à-dire avant de faire c'est comme un couturier de mode, je pense au grand couturier camerounais, là, si j'ai pas son nom, Amani, ouais. Il dessine, tu vois, il fait avant de faire sa robe, il fait le croquis. Le croquis. Et après, il fait sa robe. Voilà. Voilà, donc sur son papier, il va déjà dessiner le mannequin. Ensuite, il pose ça sur son mannequin avant de pouvoir faire les formes et tout. Voilà. Et donc, nous, les écrivains, ça dépend. Il y a des écrivains qui vont tout jeter sur le papier pêle-mêle. Et puis ça, on appelle ça roman fleuve. Alors ça vient comme un fleuve, ils écrivent jusqu'à fatiguer, comme on dit au Burkina Faso, jusqu'à fatiguer. Et puis après ils structurent. Parce que moi je suis un peu comme ça. Après je structure. Après dans le domaine de l'édition, on vous apprend à faire un livre. Il y a un squelette comme tu dis.
Avant de voilà, mais moi j'ai tendance à une fois que je sais ce que je vais écrire, je jette tout comme un fleuve parce que moi il faut que je te dise quelque chose, Randolph. Quand j'avais 16 ans, quand j'étais en première et en terminale, j'étais quelqu'un, alors même ma prof de français, elle me disait, mais Dorothée, je pouvais écrire, par exemple, elle me donne un sujet de dissertation, je peux faire 15 pages. Tu vois ce que je veux dire? T'en avais trop. Et à un moment donné, après je me disperse. Après je sors du sujet, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il va de soi. Ah, voilà, donc ça coule. Tu imagines un petit peu quand tu es sur une rette ligne au fur et à mesure, à force de regarder carrément, vous arrivez à un moment carrément où l'esprit se perd et puis voilà quoi. Alors, sortie de route, tout de suite, bam. Alors ma prof, elle me disait, Dorothée, c'est bien, ça part bien, mais alors après tu quittes le fleuve. Bien sûr, oui. Voilà. Tu sors du nid. Et puis un jour, je me suis dit, alors j'ai gardé chez moi, ça c'est un petit truc aussi que je le dis en toute intimité, chez moi, ma mère, elle a gardé toutes mes dissertations de français. Mais alors j'ai repris ça à un moment donné, quand j'étais en France, et puis je me disais, mais c'est pas possible que moi, que j'écrivais autant comme ça. Ah ben écoute, je me retrouve en 2022, je suis écrivaine, je suis rien d'étonnant. Est-ce que quelque part, ces différentes dissertes-là vont faire l'épreuve d'une sortie quelque part, éditée pour dire, bon d'accord, mes années écolières? Tiens, tiens, ça me donne... Merci Randolph. Je n'avais jamais pensé à ça. Oui, tu vas prendre les droits. Je vais prendre quelques droits quand même. Oui. Je vais prendre juste 10%, non, 50%, ça va. C'est bon, 50%, c'est bon. Ok, tiens, mes années... 60%. Tiens, tu vois. Tu vois ça. Et tu sais que ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, ce que tu viens de me dire. Ne dis rien à personne, s'il te plaît. Voilà, c'est entre nous. Ça va être entre nous, Randolph. Alors, Nassara 1, on arrive à Nassara 2. Beaucoup d'histoires qui se sont suivies. Nassara 1 a été publié plusieurs fois déjà en Europe où ça a été vendu à combien d'exemplaires? Je n'ai pas compté puisque ça continue encore de réclamer. Oui. Mais sur la pochette, je ne vais pas dire la pochette puisque c'est plutôt là sur la couverture. C'est quelque chose de très expressif. Et pour les peintres, ils diront que bon, elle est rentrée dans le figuratif avec des choses qui traînent et tout cela et qui marquent la douleur profonde. Cette douleur qui n'est pas une douleur physique, c'est plutôt une douleur morale marquant des traits sur le physique, imposant sa loi sur beaucoup de choses. Et donc, le faciès qui n'est autre que le physique va subir les frasques de cette douleur interne qui va faire une projection là-dessus. Il y a tellement de choses là-dessus. C'est ce ressenti-là qui t'a emmené à pouvoir gratter ça comme ça sur le papier. En fait, Nassara 2 est arrivé, c'est la suite logique mathématique, comme tu disais. Forcément, il y a le 1. Je reviens sur ce que après, je te répondrai à ta question. Il y a le 1, il y a le 2. On part c'est épisodique maintenant. Donc, si tu veux, forcément, après le 2, il y aura le 3, s'il plaît à Dieu, comme on dit. Alors, bon, je me suis donné, tu sais, dans la vie, comme tu le sais, il faut avoir une vision des choses. Et moi, comme j'ai besoin de tout, de visuel et de vision, je me suis donné un défi, un challenge de remonter jusqu'à Nassara 10. Ça sera déjà beaucoup, s'il plaît à Dieu, comme je le dis. Donc là-dedans, pour répondre à ta question, Nassara 2, c'est la suite logique de Nassara 1. Il fallait que je puisse... Alors, on est carrément dans la fiction. Nassara 1, c'est mon histoire vraie, c'est authentique. C'est mon histoire que j'ai vécue. Non, c'est un vécu. C'est un vrai vécu. Donc, inspiré d'une histoire vraie. Vraie. Que moi-même j'ai vécu. Voilà. Et dans le 1, elle s'appelle Tess, mais Tess c'est moi. Hein? Voilà, Tess c'est moi. La Nassara 1, elle s'appelle Tess dans le livre, mais c'est moi. Après, quand je suis passée dans le 2, comme ça a bien marché avec le 1, que ça a passionné, ça m'a même intrigué les gens. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Comment une Nassara, une blanche, elle a pu vivre toute seule en Afrique pendant 8 ans? Et comment, comme disait une autre journaliste qui m'a interviewée, voilà. Et pourquoi est-elle restée? Et comment elle a surmonté tout ça? Depuis, beaucoup d'autres auraient fait demi-tour. Non. La Dorothée, elle est restée là et puis elle a vécu ces événements comme elle doit les vivre. Donc, quand je suis passée sur Nassara 2, je me suis dit, puisque Tess a passionné les gens, c'est une histoire unique et particulière et très singulière, je vais inventer une autre Nassara 2, ma suivante, ma deuxième, qui, elle, va vivre pire que la première. Et ça va aller crescendo. La troisième que je suis alors, c'est un scoop, je suis en train d'écrire la troisième.
La troisième, elle va vivre quelque chose de... Même les cinéastes n'ont jamais vu ça. Même en film, on n'a pas vu ça. Donc, pas on va aller de cauchemar à cauchemar 1 ou 2, et avoisinant légèrement l'enfer, quoi. Voilà, déjà, la première, elle a tapé à la porte de l'enfer. La deuxième, elle a mis les 2 pieds dedans. Et la troisième, elle y est en plein dedans. Est-ce qu'elle va en sortir, la troisième? Donc, alors, si tu veux, la Nazara 2, on part dans la fiction. Et donc, comme on part, et puis je me suis dit, maintenant qu'elles existent, mes Nassaras, les vrais Nassaras que ce monsieur a arnaqué, c'est Blanche, les Blanches qu'il a arnaqué, parce que chez lui, c'est un métier, il en a fait un métier, c'est un professionnel de l'arnaque sentimentale. Donc, puisqu'il en a fait un métier, les vrais Nassaras blanches qu'il a arnaqué, que j'ai pas connus, mais dont j'ai entendu les échos, des prénoms, mais je les ai jamais vues physiquement, ces femmes-là. Elles sont retournées en France, certainement, ou peut-être même dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Ça y est, je les tiens, mes Nassaras. Je vais inventer ma Nassara 2, qui s'appelle Clarisse. Mais cette Nassara 2, qui vit ce qu'elle vit dans le 2, peut-être que la 2, la vraie Nassara 2, que lui-même a arnaqué sur une échelle de 10 à 15 bonnes femmes, peut-être que la 2, elle a vécu ce que moi j'ai vécu. Mais on part dans la fiction. Et donc, ça a intéressé les cinéastes. Oui, mais quand on parle de fiction, quelque part, on ne part pas comme ça, puisque la fiction, c'est un petit peu le reflet de quelque chose d'un vécu et qu'on essaie d'ajouter quelques ingrédients. Oui, on va dire, c'est comme, tu sais, quand tu fais de la cuisine, tu veux faire du poulet au gingembre. Si tu n'as pas de gingembre, ça devient une autre chose. Voilà. Donc là, je me suis dit, je vais mettre du sel, du poivre, du piment, du soumbaila. Je vais mettre un peu de tout ça, et puis ça va m'amener... Ça devient médicinal, mine de rien, parce que ça régule la tension, il paraît. Ouais. Et puis ça permet de dormir léger la nuit. Ouais. D'accord. Okay. Alors moi je conseille de lire Nassara dans la journée que dans la nuit. Attention les cauchemars. Non, pas du tout. Parce que en fait, on se remet face à l'histoire. Alors cette histoire, c'est du vécu et autres. Aujourd'hui, quand on voit Nassara 1, Nassara 2, pour le 3 qui arrive, ces cicatrices-là vont nous laisser beaucoup de choses. Mais ça aussi quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une histoire de saga? Si, en plein. Ah ouais, en plein. On est dans la saga littéraire, ouais. Au début, je me disais, bon, je vais annoncer série littéraire, c'en est une, parce que c'est basé sur des livres existants publiés. Ce sont des livres publiés par des éditeurs. Donc, les livres physiques, bon, comment, d'accord, il y a la forme aussi PDF qu'on peut avoir, mais il faut aussi, faut passer par le net pour l'acheter. Si. Parce qu'il faut, voilà, tout est bien codé et tout cela. Ouais, mais oui. Sachant que tout le monde le sait, Nassara 2 est chez Mercury Librairie à Ouaga. C'est à la ZAD, oui. La ZAD, derrière le CIAO, devant la gare de transport Elitis. Merci de faire la pub de la compagnie de transport. Ouais. Oui. Et donc, si tu veux, donc si c'est une saga littéraire. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, Randolph, c'est-à-dire, je m'engage, c'est un engagement que je fais, l'engagement sur 10 ans d'écrire que des Nassara, parce que ça me bouscule aussi dans mon parcours d'écrivaine, parce que je suis fabuliste, j'écris des fables, des nouvelles, essayistes, des essais, etc. J'ai fait tout ça sur les 11 que j'ai écrits avant, de poèmes, etc. Et puis là, je me lance dans le roman. Il faut savoir que les Nassara, c'est mes premiers romans. Je me lance dans le roman. Après être passé par... En fait, c'est comme si tu cherchais des repères. Ouais. On se cherche toujours dans cette vie. Il faut se chercher pour se trouver. C'est ce que je dis. Il faut toujours se chercher pour se retrouver. Ceux qui se retrouvent déjà, comme disait Jean Gabin dans sa chanson, on ne sait jamais rien. En fait, on ne sait jamais. Une des plus belles chansons françaises. Je sais, mais en fin de compte, on ne sait rien dans cette vie. On cherche. On cherche. Tu vois que bon, dans Nassara 1, dans Nassara 2, c'est comme si tu étais devenu quelqu'un qui est alerte. Qui lance un phénomène, qui prend la peine d'alerter sur un phénomène de ce qu'on appelle les anarques sur le net, qui a même été déjà l'œuvre d'une série télévisée produite par, je crois bien, des frères de Côte d'Ivoire qui s'appelait brouteur.com. Et ensuite, on en est arrivé à des conséquences qui sont suffisamment dramatiques, où il y en a d'autres qui
que ça a poussé au suicide. Il y en a d'autres que ça a poussé à la au super endettement. Il y en a d'autres qui sont devenues hyper dépressives. Oui. Et il y a des personnes qui ont eu besoin d'assistance d'ordre psychomental et autres dans le cadre d'une reconstruction de ces personnes-là. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés face à des centaines de quoi et tout. Donc, finalement, ça a créé dans un ensemble simple un gros fléau. Et c'est jusqu'à preuve du contraire. On peut pas, on essaie d'en sortir, mais ça a la peau dure, mine de rien. Donc, Nassara, est-ce que Nassara va être le 1 et le 2, va être ce point focal pour réveiller la conscience des gens, pour qu'ils soient suffisamment alertés là-dessus? En fait, les Nassara, si tu veux, mon objectif, c'est de faire de la mise en garde. Voilà. L'Internet, c'est bien, les réseaux sociaux, c'est très bien. Les jeunes filles qui font des selfies du matin jusqu'au soir, elles n'ont pas idée les conséquences de tout ça. Et si tu veux, sans nommer personne, on n'est pas là pour dire qui est brouteur, quel pays fait plus de broutage. Tu vois, c'est comme les gèvres qui broutent dans un... Voilà. Donc, si tu veux, c'est plus de la mise en garde, parce que ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Et donc, on est dans ce monde, dans la séduction, le côté facile, la facilité de tout, le côté exubération de tout. Enfin voilà, on est dans ce monde-là aujourd'hui, on fait avec, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte ce monde dans lequel on vit. On est bien obligé. Mais si tu veux, Mélia Sarah, c'est une expérience. Pas parmi tant d'autres, puisque mon expérience, elle est unique. Et donc, tu sais, des histoires extraordinaires, hors du commun, ça passionne les gens. Que ce soit en film, en livre, etc. Tout ce qui est un peu hors du commun, ça passionne les gens. Si on raconte des histoires qui n'ont aucun intérêt, personne ne va acheter le livre, personne ne va s'intéresser. Même pour les cinéastes, on fait des choses qui vont éveiller des consciences, être alerté de telle ou telle chose. Et la culture, elle est faite pour ça. Que ce soit même les peintres, etc. Tous les corps de métier dans les arts ont dit quelque chose. Et c'est à nous de lire entre les lignes, de regarder ce qu'il y a derrière la toile. C'est ça les messages des artistes. Derrière une chanson, il y a peut-être un vécu, etc. Donc c'est tout ça. Donc, en fait, les Nassara, c'est de la mise en garde. C'est pour pas que... C'est ce que je dis souvent. Les mamans, je vous incite, je vous en supplie d'acheter ce livre-là à vos filles. C'est un plaidoyer, alors? Ah ben oui, achetez Nassara pour vos petites filles, les petites de 18 ans qui rêvent au prince charmant. Moi, souvent, je le dis, le prince charmant, il existe que dans les Walt Disney. Mais dans la vraie réalité... Est-ce pas entre guillemets dans une histoire de roman psychologique? Il faut dire que c'est c'est... révolté, en fait, c'est la révoltée qui parle à ses copines ou bien quoi? À ses soeurs, les petites soeurs... Voilà, les mamans, les cousines, la voisine... c'est une révoltée. Voilà. On parlait que quand un serpent t'a déjà piqué une fois... Vers de terre, quand tu le vois, tu sautes au moins 2 mètres en l'air. Avant de te rendre compte que non, c'était un fil, ou bien c'était un ver de terre. Justement, il faut avoir les yeux bien ouverts entre un ver de terre et un serpent. Il y a quand même une certaine nuance, je veux dire. Donc en fait, ce que j'ai vécu là, je dis aux mamans, aux voisines, aux cousines, à la belle-sœur, etc. C'est pas seulement pour les femmes, parce qu'il y a eu des hommes, toi-même tu en parlais, qui ont été arnaqués dans le monde. Après, tu sais, ça m'a beaucoup alertée, parce que quand j'ai vécu au Nigeria, j'ai vu, je te l'avoue, ce phénomène qui m'a beaucoup... Je me baladais dans Lagos, et puis même la nuit, je suis une casse-cou, tu vois, la nuit, j'y étais, j'ai vu des enfants dans la rue, tout ça, qui vendaient des maïs avec sa grand-mère à 3h du matin, etc. J'ai vécu des trucs pas possibles. Et puis un jour, je voyais dans les cyber, sans nommer personne, sans incriminer personne, il y avait tout un phénomène de broutage, et puis ça peut commencer à l'âge de 7 ans, et puis il y a même des scammers de 30 ans qui vont enseigner ça à des petits enfants de 7 ans à Lagos. J'ai vu ça dans les comment on appelle ça, les cyber. Les cyber, j'ai dit que ça là, c'est... Et puis après, sur Internet, ça a commencé ce phénomène-là. Puis après, j'ai dit non. L'industrialisation de la marque, quoi. Et puis, je voyais des choses qu'on doit peut-être même pas dire à la radio. Je vais m'en garder de le dire. Mais bon, sur Internet, il y a tous les éléments, si vous voulez savoir ce que c'est. Et puis, je me suis dit, mais ça va jusque-là. Et puis, il y a aussi tout le monde... C'est ce que je dis aux gens. Ne mettez pas vos bébés sur les Facebook. Je
vous en supplie, ne mettez pas vos bébés en photo sur les Facebook. Combien de fois je leur ai dit? Parce qu'on vole vos images et ensuite on invente des histoires autour de ça pour après arnaquer les gens. Alors, par exemple, un homme, il n'a pas de famille, il n'a ni femme ni enfant, il va voler vos images de vos jolis bébés sur les profils Facebook. Et puis ensuite, ça montre son histoire personnelle et puis ça va très loin, comme tu disais, Randolph. Il y a pas que les hommes de couleur qui se sont fait arnaquer, il y a aussi les Nassara, les Blancs. Moi, j'ai vu des histoires, même on vole les photos des mannequins. Les mannequins, puis après on brode derrière, on fait des faux profils. Tout à fait, oui. Et ils ont l'air tout beaux comme ça, c'est des photos de mannequins, hommes ou femmes. Mais dans une certaine réalité, ce qu'il faut savoir, Randolph, c'est qu'il existe plus de 300 associations dans le monde sur l'arnaque qui aident les victimes d'arnaques. 300 associations. Il y en a une importante à Paris, à qui j'ai écrit d'ailleurs, pour qu'ils connaissent Nassara, c'est capital. Et donc, donc, tu vois que ce fléau, c'est un fléau de société dû à l'émergence d'Internet. Il ne faut pas prendre à la légère ce fléau. Parce que derrière, il y a eu des drames. Ça va jusqu'à l'endettement, ça va jusqu'au suicide, ça va jusqu'à l'aide psychologique, psychiatrique, psychologique. Ça va jusque-là. Il y a des gens qui se suicident. Oui. Alors, j'imagine un petit peu que bon, le roman peut se trouver où? On va dans les adresses possibles sur lesquelles on peut trouver ton roman. Nassara 1, Nassara 2, et puis très bientôt le film sera bouclé pour les diffusions sur les grandes chaînes et autres, tout cela pour vendre l'Europe. Et puis le partenaire du FESPACO pendant ce temps aussi, tout cela. Il y a plein de choses qui arrivent pour 2023. Oui, on pense au FESPACO, on souhaite que le FESPACO aura bien lieu en février-mars, et puis on sera là, moi je serai là évidemment pour soutenir le cinéma dans lequel je suis tombée maintenant. Donc Nassara 1, on le trouve en ligne sur edilivre.com ou amazon.fr. Alors Edilivre, comment tu écris ça? Edilivre. Edilivre, E-D-I, tout simplement. Voilà, E-D-I, livre. Livre, donc le tout est collé. Le tout est collé. Voilà, que livre. Donc on le trouve sur .com, edilivre.com et amazon.fr. Ou bien amazon.fr. Et puis bon, on a Nassara comme on l'entend. Nassara, quand l'aventure quand l'aventure tourne au cauchemar, et puis quand le cauchemar nous envoie vers l'enfer. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Et puis après, alors j'imagine après l'enfer. Après l'enfer. C'est quoi la troisième étape? La troisième station de métro. Le nom de la troisième station. Dorothée, je ne sais pas comment te dire. Merci, mine de rien. Écoute, Randolph, c'est moi qui te remercie, vraiment. Je t'en prie. Je rappelle qu'on est avec Dorothée Mefo, qui est une personnalité publique inter, parce que des médias. Elle est artiste, elle est écrivaine, elle est productrice de télévision. Elle a choisi de s'engager pour une cause noble, l'illustriste, et c'est dans l'alphabétisme en Afrique subsaharienne, en créant une association. Je sais lire et écrire. C'est basé à 2 pas de Siglé, c'est dans le Burkina, c'est ça, au Burkina Faso. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, tu es auteur, tu es reconnu par l'édition Hachette et Éducation. Ouais. Et puis tu as ton actif une dizaine de publications. Ouais. Tu as été présentatrice de télé, productrice. De la Tulu. Voilà, et puis voilà, quoi, de la Tulu. Et voilà, c'est toi la star. Et puis bon, tu t'es consacré depuis 2016 à valoriser la culture africaine dans le monde, à promotionner les artistes du continent. Les fils en aiguille, tu t'es retrouvé dans le milieu cinématographique. Et puis bon, tu es dans cette saga littéraire qui t'amène dans Nassara 1-2. Il faut rappeler, Randolph, sans te couper, que je suis aujourd'hui très fière de présenter Nassara parce que c'est la série burkinabé. On peut dire qu'elle est burkinabé. Je suis fière de ça. Et puis voilà, tu résides chez nous. Ouais. Merci de nous faire l'honneur de résider sur la terre bénie du Faso. C'est moi, Randolph. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Oh, je t'en prie. Alors, je donne 1 minute et demie. 2 minutes. Si je te dis, bon, par exemple, tu fais, en 2 minutes, tu fais, 2 minutes, tu fais le commercial pour ton roman. Le commercial, je vends mon produit comme les aspirateurs. Voilà. Alors, il n'est pas cher, il fait 300 pages à mettre sur les étagères. C'est le roman de l'année, incontournable. Voilà, il faut absolument l'acheter. Il est pas cher.
T'as vu que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, c'est un métier commercial. Hein. Oui, c'est pas évident. Quoi. Mais il paraît que les écrivains, il faut qu'on ait des aptitudes commerciales, c'est important. Il faut savoir vendre son produit. Hein. Voilà, je t'ai donné. C'est clair. C'était une petite colle pour toi pour aujourd'hui. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, Randolph. C'était la colle. Alors, vous avez Nassara 1, la version française, quand l'aventure retourne au cauchemar, basée sur l'histoire vraie, d'une histoire vécue par, Eddie Livre. Vous allez sur Eddie Livre pour ceux qui veulent l'acheter en version PDF. C'est le roman. Et puis bon, si vous voulez la version physique, vous allez à Mercury, librairie Mercury, c'est à la zone, c'est ça, non? La ZAD. À la ZAD, voilà, zone d'activités diverses, à la ZAD. C'est juste à côté d'une compagnie de transport. De transport. Merci de faire la pub. On dirait que vous êtes partenaire. Ah oui, non. Bon, c'est pas bien grave. Merci en tout cas. Voilà, merci parce que je me dis merci aussi à Thierry Milogo et qui a distribué ce livre-là, oui. Nassara 1, Nassara 2. Et puis bon, avec tout cela, on aura pouvoir faire de bonnes choses en tout cas. Merci. C'est bon, Dorothée, merci. Ah oui, c'est bon. Je t'en prie, ne dis rien à personne. Non. L'enfant de Yatenga était là. Ouseni Ouetraogo a piloté techniquement cette émission. Et je m'appelle Valé. N'oubliez pas de faire un clin d'œil à la vie, de sourire à la vie, parce que la vie se chargera de vous rendre votre clin d'œil, votre sourire. Chaque jour est une vie et chaque jour est un nouveau défi.